À nos côtés, tout au long de la matinée, deux grands témoins, deux experts que nous remercions dès à présent pour leurs interventions aujourd'hui, Philippe Pointreau et Xavier Poux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais, messieurs, que vous vous présentiez à notre audience. Philippe Pointreau, on va commencer par vous. Vous êtes un jeune retraité de Solagro. Qu'est-ce que vous y avez fait durant votre carrière? Oui, ben bonjour, merci pour l'invitation. Euh, disons que j'ai fait, ouais, je voulais en profiter pour un petit peu l'historique, quoi. Moi, quand j'étais étudiant, donc dans les années, début des années 80, on était dans la lutte antinucléaire, et je le suis toujours. Donc c'était, comme vous savez, Plogoff, hein, vous avez eu la chance de ne pas avoir de centrale nucléaire en Bretagne, hein, il était prévu 4 tranches de 1300 mégawatts. Et le 24 mai 1980, 150 000 personnes ont refusé Plogoff et Mitterrand a définitivement arrêté. Mais même avant, il y avait Cress-Malville qu'on a oublié en 77 avec un mort à qui d'ailleurs j'avais dédié Vital Michalon un rapport. Voilà, donc moi j'ai baigné dans cette lutte antinucléaire. Je le suis toujours, comme d'ailleurs les FNE, puisque FNE a une position contre l'arrêt, pour l'arrêt du nucléaire, quoi. Donc aujourd'hui, je suis aussi naturaliste. Donc moi, j'étais profondément marqué par notamment les échouages de pétroliers, comme le Torrey Canyon en 1967. Et comme je suis ornithologue, rappelez quand même que le pétrole a anéanti quasiment la colonie de Macareux des Sept-Îles, passant de 7000 couples à 180. Voilà. Donc Solagro s'est créé en 1981 sur cette crise de l'énergie. Les prix en 80 s'étaient envolés. Et donc, on se posait la question de comment l'agriculture allait fonctionner avec un prix d'énergie aussi élevé, quoi. Et en fait, comme on voyait qu'il se passait pas grand-chose, on a dit si à Solagro on fait pas, personne fera notre place. Donc, on s'est lancé à l'époque dans le développement du séchage solaire des fourrages, puis après, notamment sur le biogaz, le bois énergie. Voilà. Mon livre de chevet à l'époque, en 79, c'était un livre de Bernard Lagrange sur le biométhane aux éditions Edisud. Voilà, donc moi j'ai vraiment baigné là-dedans. Voilà, aujourd'hui j'ai été aussi donc administrateur à France Nature Environnement pendant 17 ans, de 1985 à 2022, en charge de la forêt puis de l'agriculture. Donc ces questions d'énergie, elles ont toujours été discutées. Au final, je dirais qu'il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'à ces dernières années où là on est confronté aujourd'hui non seulement à une envolée des prix de l'énergie qui ne va faire que croître, au fait qu'il va falloir arrêter la consommation d'énergie fossile d'ici moins de 30 ans, et qu'on est rattrapé par le changement climatique, une crise de la biodiversité, une crise sur l'eau. Donc on se tape toutes les crises du fait qu'on n'ait pas voulu finalement réorienter l'énergie en France. Au lieu de partir sur le nucléaire comme on l'a fait, on serait parti sur les énergies renouvelables. On n'en serait pas là aujourd'hui, quoi. Voilà, donc moi, Solagro, c'est vrai qu'on est très engagé dans le développement des énergies renouvelables au travers d'un scénario qui s'appelle After 2050, qu'on a lancé en 2010, bien après le scénario Négawatt qui a été lancé en 2000, donc un scénario de sortie du nucléaire et d'énergie fossile, dans lequel on est totalement en phase et en relais, et dans lequel, bien entendu, le biogaz a sa place, comme là, l'éolien, le photovoltaïque. Voilà. Et on est le seul scénario aujourd'hui qui chiffre à la fois la sortie du nucléaire et d'énergie fossile en 2050. Il n'y en a pas d'autre. Voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Merci pour cette courte présentation. L'autre grand témoin de la matinée, c'est Xavier Poux qui va se plier au même exercice de présentation. Bonjour Xavier. Bonjour, alors c'est toujours inquiétant d'être grand témoin parce que je suis pas encore retraité, mais voilà, ça fait un peu peur, hein. Euh, donc, moi je travaille dans un bureau d'études et de recherche qui s'appelle ASCA. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans maintenant que j'y travaille. Alors on s'est croisé avec Philippe à de nombreuses reprises, hein, sur des thèmes notamment autour de l'agriculture à haute valeur naturelle. Nous, on intervient beaucoup au niveau des territoires et avec une focale qui est très présente, hein, qui est la gestion de la biodiversité
et qui pour nous est un enjeu absolument majeur. L'effondrement de la biodiversité nous inquiète énormément. Et c'est vrai qu'on questionne, on pondère assez différemment de Solagro les objectifs et les enjeux, parce que pour nous, l'agriculture est une contributrice potentielle, alors actuelle, assez défavorable à la biodiversité, et potentielle tout à fait essentielle et vertueuse. Donc, on ne pondère pas de la même manière la question de ces agendas avec l'énergie et le climat. Parce que je rappellerai que, enfin, je pense que ça vaut le coup de le dire, on a l'impression que l'agenda climatique se résume à un agenda énergétique, alors que ce n'est pas le cas. Je pense qu'on y reviendra dans la matinée. Donc, voilà. Et par rapport au nucléaire, je suis aussi contre le nucléaire. Je refuse de me laisser enfermer dans une posture de pro-nucléaire parce que j'aurais des critiques à faire sur le développement de la méthanisation. Voilà, très rapidement dit. C'est sûr qu'on est deux grands témoins. Enfin, je mets un petit peu les pieds dans le plat, pardon. Je pense que si on est invité, c'est pour avoir des visions contrastées. Donc, j'ai commencé à l'instaurer dans les termes du débat, mais je pense qu'on est bien dans un débat en ce qui nous concerne. Avec Philippe, on se connaît depuis suffisamment longtemps pour que ça se passe bien, pour faire mention des remarques de Denez sur la forme qui est effectivement très importante. Mhm. Alors, nous allons rentrer dans le détail de la méthanisation et de ses bilans énergétiques, climatiques, agronomiques. Mais avant ça, j'aimerais connaître quand même assez largement votre avis sur la méthanisation. Est-ce qu'elle a une place dans les futurs modèles agricoles, selon vous, Philippe Pointreau? Bah, bien entendu, oui, c'est ce que j'ai dit. Alors, moi, je suis pas un spécialiste de la méthanisation, hein. Il y a 10 personnes à Solagro qui travaillent là-dessus. D'ailleurs, je crois qu'ils sont en train de terminer une étude pour la région Bretagne sur l'état des lieux de la méthanisation, donc je crois, Eau et Rivière est au comité de pilotage. Euh, pour nous, c'est surtout une solution importante pour voir comment l'agriculture consomme 8 millions de tonnes d'équivalent pétrole, dont à peu près, je crois, 3,5 de carburant. Moi, ma question, c'est comment demain on va faire rouler les tracteurs agricoles, avec quelle source d'énergie? Alors, est-ce qu'on va faire des tracteurs électriques? C'est quand même pas trop ce qui se passe aujourd'hui. Donc, la méthanisation est une solution ou pour faire rouler les camions demain. Voilà. Ce qu'on oublie de dire sur l'énergie, c'est que l'énergie et l'agriculture a toujours produit autre chose que de l'alimentation. Moi, je m'intéresse beaucoup aux questions alimentaires, hein. Je publie énormément de livres là-dessus, là, notamment un livre qui s'appelle Le pouvoir de notre assiette, qui est sorti aux éditions Utopia. Euh, on oublie aujourd'hui que la France consomme 1,9 million, l'équivalent de 1,9 million d'hectares d'agrocarburants, dont à peu près, sur les 1,9, il y en a à peu près 1,2 qui sont importés. Donc on avait historiquement du soja et de l'huile de palme. L'huile de palme, heureusement, a été interdite en 2020 et l'huile de soja en 2022. Donc je ne sais pas trop ce qui va se passer en 2023. Donc on est essentiellement maintenant sur l'huile de colza. Et tous les agriculteurs ont dans leur gasoil, comme d'ailleurs tous ceux qui roulent au gasoil, 8% d'agrocarburants. Donc, c'est une réalité que on a tendance à oublier, quoi. Voilà. Euh, donc, je pense que le bilan énergétique du biogaz est nettement plus favorable que celui du diester de colza ou même du gaz. Après, moi, le biogaz, je l'ai vu pour la première fois euh, à Cress-Malville. Parce qu'à Cress-Malville, quand les agriculteurs s'opposaient finalement au nucléaire, il y avait quand même un agriculteur localement qui s'appelait Maurice François, qui lui avait un élevage de porcs et avait installé une installation de méthanisation qui produisait l'équivalent à peu près de 50 tonnes d'équivalent pétrole par an, pour montrer qu'on pouvait faire autrement pour produire l'énergie que du nucléaire, quoi, voilà. Donc nous, on est sur un mix énergétique renouvelable. Donc vous êtes en Bretagne, entendu, vous êtes très bien placé sur l'éolien, qu'elle soit terrestre ou offshore, un peu moins sur le bois énergie, peut-être un peu moins sur le photovoltaïque, mais vous pouvez produire du biogaz. Et pour moi, le biogaz demain, c'est un peu comme les stations d'épuration dans les collectivités. Le biogaz devrait être une unité gérée par les collectivités et les agriculteurs pour traiter l'ensemble des matières organiques disponibles sur le territoire qui devrait pas dépasser un rayon de 7 km
dans lequel on pourrait à la fois mieux gérer les engrais organiques et à la fois produire de l'énergie, notamment du méthane épuré pour injecter dans le réseau de gaz et soit en faire, et notamment pour nous, dans le scénario négawatt, on est sur une utilisation plutôt comme carburant, puisque c'est là que ça va être le plus compliqué à substituer au pétrole. Merci Philippe Pointrou. On aura l'occasion évidemment de se repencher sur le bilan énergétique de la méthanisation. Je repose à nouveau la même question à Xavier Poux. Y a-t-il une place pour la méthanisation dans les futurs modèles agricoles? Alors moi, je vais répondre plus du point de vue directement de l'agriculture. Alors en tant que grand témoin, mais je pense que c'est quelque chose que tous les auditeurs de ce webinaire et auditrices partagent, à savoir qu'on a un discours sur la méthanisation où on a l'impression que ça n'est que du gagnant-gagnant d'un point de vue énergétique, ce que Philippe a beaucoup développé, et d'un point de vue agronomique, et c'est la question sur les modèles agricoles. Alors moi, ce que je constate en tant que grand témoin, c'est que j'ai l'impression d'un remake du débat sur les biocarburants que Philippe a évoqué. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé ma carrière, il y avait que des avantages aux biocarburants. C'était fabuleux. C'était porté par des acteurs dont pas mal sont encore autour de la table pour ce débat-là. Et bon, on s'est retrouvé quelques années plus tard avec des blocages, des verrouillages, avec une difficulté de sortie parce on a dimensionné l'appareil productif par rapport à ça. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a une certaine méfiance par rapport à ce débat. Alors, je reviens à la question du modèle agricole. Quand on lit tout l'argumentaire en faveur du développement du biogaz, ben, on a l'impression que c'est génial pour l'énergie et que c'est génial pour l'agronomie, avec comme argument central l'autonomie en azote notamment. Hein, ça permet de faire des économies d'azote. Je l'ai pas mis là, mais je suis retombé récemment sur une publi en une page des chambres d'agriculture. Enfin, vraiment, on comprend même pas pourquoi il y aurait des problèmes. On voit pas où sont les problèmes. Ce qu'on voit dans ce débat, c'est que je pense qu'il y a un idéal type qui a été mis en avant, qui pour moi est assez mensonger, mais cet idéal type, c'est celui de la petite unité de méthanisation agricole qui valorise, c'est un mot important, qui valorise des déchets qui sans ça ne serviraient à rien. Donc effectivement, je pense que cet idéal type, si on est dans une ferme avec des tonnes de foin qui sont en train de pourrir ou de la paille qui est en train de pourrir et qui en pourrissant va dégager des gaz à effet de serre et du méthane si c'est mal géré, on se dit bah oui c'est mieux de faire du méthane et en plus voilà ça va permettre d'être recyclé au niveau d'exploitation. On va dire que je caricature un peu parce que on sait bien que cet idéal type il n'existe pas tellement. Moi, j'étais il y a un an à un séminaire organisé par l'INRA à Rennes sur la méthanisation. Cet idéal type a été présenté comme un exemple voilà, pour dire pourquoi il faut encore développer la méthanisation. Donc, il existe. Et la question qui est posée par pas mal d'observateurs du débat, c'est on constate qu'il y a des dérives de la méthanisation, que c'est quand même pas aussi rose qu'on veut bien, ou aussi vert, suivant les couleurs, qu'on veut bien le présenter. Et la question, c'est est-ce que la méthanisation, les problèmes qu'il y a, est-ce que c'est des accidents? C'est-à-dire, c'est de la mauvaise gestion, mais on sait que si on fait bien, c'est bien et c'est bon pour l'agronomie. Ou alors, est-ce que c'est un problème structurel? Alors moi, vu de ma fenêtre d'agronome, puis je ne l'ai pas présenté, mais j'ai aussi une formation pour les cours d'économie rurale et je fais le lien évidemment entre les pratiques de gestion concrètes et les déterminants économiques. Eh bien, moi, ce que je constate, c'est que la méthanisation, elle est conçue dans un mix énergétique pour être industrielle. Le mot, c'est industriel. Et donc, à ce titre, elle a des modalités de développement qui sont exactement les mêmes que tous les systèmes industriels qui ont eu des impacts délétères sur l'environnement. Et d'autant plus qu'on est dans un schéma économique qui est extrêmement tendu. Hein, on le voit très bien, toute cette négociation sur que doit être
le prix de rachat du biogaz à un grand renfort de centaines de millions, voire de milliards d'euros pour que ça se fasse. Ce prix, il est extrêmement tendu parce que, suivant le cas, ben, il y a des exploitations qui se cassent la gueule ou d'autres qui font du profit et on va retrouver exactement des choses similaires qu'on va retrouver pour l'élevage laitier, pour l'élevage porcin, pour toutes les filières industrielles. Donc, moi, la question que je pose, c'est celle de la place de la méthanisation en tant que dans le modèle agricole. Aujourd'hui, celle que je vois, et je pense que c'est difficilement évitable, on y reviendra ce matin, c'est celle d'une filière qui est forcément industrielle. Alors en Bretagne, on le voit, c'est que pour méthaniser des déjections, bah, il vaut mieux des élevages industriels que des élevages agroécologiques. Dans les régions mixtes où l'équilibre culture-élevage est absolument central, est un enjeu absolument énorme, bah, la méthanisation, c'est en concurrence de l'équilibre culture-élevage. Et moi, j'ai des retours de terrain comme quoi il y a des retournements de prairies pour faire du maïs. Alors, tous les promoteurs de la méthanisation disent non, c'est pas vrai. Ben, moi, je pense que je crois ces retours de terrain qui viennent de gens qui ne sont pas spécialement d'emblée dans ce débat-là. Et puis sur les grandes cultures, c'est une intensification parce qu'il faut rentabiliser. Donc, moi, je trouve que le débat, il doit être posé en ces termes-là. Il y a des impacts de la méthanisation qui sont tout à fait problématiques. Alors, s'il faut le mettre dans un débat d'autonomie énergétique, sont tous les arguments qui ont été développés jusqu'à présent, je veux bien, mais qu'on ne nous fasse pas croire que c'est pour le bien du développement de l'agriculture. C'est une filière industrielle, comme il y a d'autres filières industrielles pour produire du poulet, du cochon, de la vache, etc. etc. Donc voilà, c'est vrai que j'ai une approche beaucoup plus problématique du développement de la méthanisation tel qu'il se fait sur le terrain. Merci Xavier Poux et Philippe Pointreau, une belle entrée en matière qui montre l'importance d'avoir un débat, même si on n'est pas d'accord, bien évidemment, qui illustre aussi le fait que nous avons besoin de données fiables pour étayer les propos des uns et des autres sur la méthanisation.